Alors bonsoir tout le monde, merci d'être encore présent à la fin de cette journée. Euh, Gaëlle l'a dit, alors je ne vais pas tout vous raconter de ce que j'ai entendu aujourd'hui parce que j'ai quelque chose comme 16 pages de notes, donc Ah ce sera oui, non. un petit peu Ou alors vous fermez rébarbatif. la lumière en partant, mais Voilà, voilà. Alors vous l'aurez compris, mon rôle est un petit peu intimidant parce que on m'a confié, notamment Amandine de Carly, que j'en profite pour remercier et saluer pour tout le travail de préparation Alix, le de la micro, journée. le Vous micro, m'entendez bien ou voilà. pas? Ah oui, j'ai pas une voix qui porte très très loin. Ouais. Donc c'est une journée extrêmement riche. J'ai compté 19 interventions. Avec beaucoup de connaissances et d'expériences qui ont été rassemblées, qui ont été restituées au cours de cette journée. Et je dois naviguer en tant que grand témoin, on va dire, final, entre plusieurs écueils. Le premier de ces écueils étant, bien sûr, de redire en moins bien ce que vous avez déjà entendu, en sélectionnant éventuellement arbitrairement des fragments qui m'auraient particulièrement plu, éventuellement des petites formules choc, il y en a eu pas mal. Donc je vais faire un peu ça, mais pas que. Alors le second écueil que j'essaye d'éviter, c'est d'être un peu prisonnière de l'attention soutenue que cette densité d'intervention m'a obligée à avoir toute la journée. Et parfois, j'oubliais un peu d'avoir cette conversation muette avec les intervenants qui est un peu nécessaire pour faire le travail que j'essaye de faire devant vous maintenant. Alors, ce que je dois dire, c'est que ça a été difficile pour moi d'entretenir cette conversation un peu critique à distance, un peu muette, parce que souvent j'étais assez émue par toutes les expériences qui ont été relatées et j'écoutais un petit peu religieusement les intervenantes et les intervenants. Mais en gros, il s'agit pour moi simplement de revisiter avec vous les échanges d'aujourd'hui à l'aune de la position qu'est la mienne, que je vais vous rappeler rapidement. Je suis un peu une observatrice, je suis scientifique, je suis chercheuse, mais je suis très empirique. Alors, je suis un peu au ras du sol et de l'eau, je regarde ce que font les gens, et notamment la façon dont les changements écologiques contemporains transforment leur expérience de vie au quotidien. Donc c'est une approche très, très humble, très patiente et qui ne permet pas de théorisation excessive. Donc vous comprendrez assez vite que mon propos sera accessible. L'idée, c'est pour ça que j'ai tellement aimé cette journée, c'est d'essayer de rendre des voix audibles, de rendre des situations intelligibles. C'est un peu notre raison d'être et la raison de notre survie jusqu'à présent, et plus que de parler en son nom propre. Et en fait, on a beaucoup entendu ça aujourd'hui, finalement, des voix qui, jusqu'à une période récente, pour des raisons diverses, n'étaient pas forcément audibles, et qu'à l'occasion de l'implication de beaucoup de professionnels sur les sites, qui surgissent de façon parfois un petit peu inattendue, et c'est un peu le sentiment positif que j'ai à l'issue de cette journée, c'est que souvent ces paroles et ces expériences passées, parfois qui ne subsistent, monsieur vient de le dire, que par des traces ténues, qu'on accueille avec ouverture d'esprit. Donc voilà, beaucoup des expériences qu'on a entendues, dont il a été fait retour aujourd'hui, se déroulent bien sûr sur des terrains littoraux, mais mon premier étonnement aujourd'hui, ça a été de me dire, mais finalement, tout ce qu'on dit, est-ce que c'est propre au littoral ou est-ce que ça ne l'est pas? Et moi, mon sentiment en premier abord, c'est qu'on a plutôt de parler d'autre chose que du littoral, même si on a prononcé le mot peut-être 200, 300 fois. On a beaucoup parlé d'une chose, alors que j'appellerais, que je reformulerais comme une question. Est-ce que la maîtrise foncière s'accompagne d'une responsabilité pour déterminer le sens des lieux? Le fait que le Conservatoire du littoral exerce cette responsabilité, ça a été rappelé à plusieurs fois, il a un mode d'action, il met en œuvre une politique avec un outil particulier qui est l'acquisition. Finalement, j'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte d'évidence de se dire que ça allait avec une façon particulière d'investir la responsabilité de propriétaire en accompagnant à la fois ses équipes, ses partenaires et puis les habitants dans une lecture spécifique de ces lieux, et que cette responsabilité lui incombait, bien que, et ça a été rappelé par beaucoup des personnes qui sont intervenues, cette responsabilité soit dans la pratique très partagée et partenariale. Alors, ce qui m'a fait pas mal rire tout à l'heure, c'est Gwenaël Guillauzoui qui a dit mon impression première, c'était le chaos sur le site, et finalement pour lui, le fait d'aller rechercher des sources documentaires, de reconstituer ce qu'il a
appeler la mémoire du site, ça passait par ça. Ça se présentait comme une nécessité absolue. Faire de l'ordre, il a dit, il fallait que je fasse de l'ordre dans ce bazar-là. C'était le bazar peut-être un peu sur le site, mais aussi dans sa tête avec une nécessité mue par l'arrivée prochaine du public à qui il allait falloir raconter des choses. Et oui, alors avec un résultat très impressionnant quand même. Je ne sais pas si Gwenaël est toujours là, mais alors vraiment, donc Gwenaël s'est fait historien par nécessité. Nécessité, je pense aussi, et je l'ai ressenti à plusieurs prises de parole, nécessité de donner sens à sa propre présence sur le site. À quoi je sers? Donc à une échelle plus institutionnelle, et j'espère que Gwenaël ne me tiendra pas rigueur de le prendre comme exemple, je pense que ce qu'il a exprimé de façon assez directe dans sa présentation, on le décèle aussi à l'échelle institutionnelle, c'est finalement mettre au travail la mémoire des sites, c'est aussi justifier le bon exercice de sa responsabilité sur ces sites propres. Donc l'une des idées qui a été le plus communément évoquée aujourd'hui, c'est de penser à l'esprit des lieux et d'essayer d'être respectueux de l'esprit des lieux. Alors j'aime bien cette idée d'esprit des lieux parce que derrière l'esprit, on pense aussi aux esprits, aux présences passées, aux présences qui ne se matérialisent pas encore de nos jours, mais avec lesquelles il faut composer pour construire un récit. Et donc ça, pour moi, c'est ce qui traverse vraiment toute la journée, c'est-à-dire essayer d'être attentif aux façons dont le site a été habité, même si les traces de ces façons d'habiter ont sensiblement disparu. Alors évidemment, la présence sur le site de bâtiments, d'éléments construits, offre une architecture pour la mémoire. Et on l'a vu dans plusieurs exemples qui ont été présentés, notamment quand il s'agit de lieux de travail. On voit bien que finalement, la mémoire des usages laborieux des sites fournit une espèce de trame toute trouvée au récit, même si ça ne rend pas le travail de collecte plus simple. On a quand même cette architecture du récit. Ce n'est pas le cas partout. Et il y a bien des endroits où finalement ces présences architecturales, ces traces construites et ces passés laborieux offrent beaucoup moins de prise mémorielle. Mais voilà, et monsieur l'a rappelé, le patrimoine bâti n'est pas la mémoire. Il ne suffit pas d'avoir du patrimoine bâti pour avoir de la mémoire. Et la mémoire peut aussi, le travail mémoriel peut se déployer ailleurs et autrement. Et ce travail-là, j'insisterai là-dessus, il est distribué socialement et beaucoup d'exemples le montraient. Finalement, la trajectoire mémorielle des sites ne peut pas être complètement contrôlée. On a eu un certain nombre d'exemples dans lesquels il y avait une forme d'irruption de collectifs citoyens sous une forme ou sous une autre, ou un travail de préparation à l'action institutionnelle et où les voix citoyennes se faisaient entendre. Évidemment, le cas le plus évident, c'est celui du cimetière d'esclaves qui nous a été présenté ce matin, et je pense qu'il nous a beaucoup touchés, mais de façon... on voyait aussi cette pluralisation apparaître dans différentes interventions. J'ai une pensée notamment sur... je me rappelle le moment où Patrick Lecante a évoqué le bagne des Anamites en présentant deux cartes, celle du site lui-même, classiquement, mais aussi celle de la péninsule indo-chinoise. J'y reviendrai à la fin de mon intervention, mais il y a une noblesse à faire exister ces mémoires plurielles qui n'ont pas toutes des voies immédiates, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, et notamment évidemment dans les histoires de silenciation douloureuse. Mais on le voit finalement que ces processus de patrimonialisation n'existent que parce qu'à un moment donné, ils se pluralisent. Donc voilà, c'est pour ça que je suis peut-être un petit peu réticente à certains énoncés dans la journée, comme par exemple l'usage de la mémoire comme ressource stratégique au service des territoires. Je n'en suis pas sûre. C'est peut-être plutôt l'inverse. Je pense que la mémoire peut être soutenue et accompagnée. Je pense que les expériences qui nous ont été relatées le montrent. Je ne pense pas qu'elle puisse être considérée comme une ressource à d'autres fins. Voilà. Alors, Daniel Cueff disait en introduction ce matin que protéger, c'est tout un art et un savoir-faire. Et il mettait en valeur, il évoquait par cette expression le travail magnifique des gardes du littoral. Pour prolonger sa réflexion, je dirais que l'attention à la mémoire, on l'a vu aujourd'hui, constitue une dimension à part entière de la protection des sites.
Ce n'est pas la cerise sur le gâteau. C'est une façon de les faire vivre. Moi, j'en suis profondément convaincue après vous avoir écouté. C'est peut-être même une condition de la protection des sites. En effet, ce que toutes les interventions m'ont paru mettre en avant, c'est le travail important que tout cela demande. Le plus souvent, ce travail est collectif et partenarial. Mais il y a aussi des engagements individuels. Et on imagine bien certains et certaines de nos intervenantes et intervenants d'aujourd'hui dans la façon de construire leur attachement au site par de la rencontre fortuite d'un habitant dans un espace du site, par des conversations informelles qui donnent naissance à des idées, à des projets et à des initiatives au long cours. Il ne faut pas oublier, bien sûr, que tout cela est appuyé et soutenu, ça a notamment été rappelé par Claire Steimer et Catherine Guillemont, par des politiques publiques qui sont extrêmement importantes pour accompagner ce type d'initiative. Dans beaucoup de cas, il a été question en particulier du travail de documentation historique des sites comme étant un point de départ avec des finalités diverses. Je pense à Sophie Séjalon qui a par exemple évoqué de façon qui m'a un peu étonnée sur le moment, mais que je comprends très bien, qui a évoqué l'histoire des sites, la reconstitution de l'histoire des sites comme un outil d'administration de la preuve en cas de conflit. Alors là, je dis, ok, pourquoi pas, dans des négociations tendues, mais aussi dans des conflits ouverts ou des situations de crise. Elle a évoqué évidemment le cas des incendies. Donc finalement, l'histoire des sites, c'est un outil de gestion pour Sophie, et c'est très bien comme ça. Et puis elle a évoqué aussi la dimension fédératrice de l'histoire partagée des lieux, par exemple dans les élans de solidarité, qui sont du coup des événements constitutifs d'une mémoire commune des sites. Dans le cas du centre héliomarin, on est presque dans le cas d'une mesure de sauvegarde un peu à l'aveuglette, c'est-à-dire qu'on ne sait pas complètement tout ce qu'on va faire avec cette documentation, mais cela permet d'envisager une protection contre la perte d'une matière qui s'échappe déjà des suites de la destruction de l'infrastructure d'accueil et des pertes des traces matérielles. Donc dans tous les cas, finalement, la conservation de ces traces-là est un support au travail de mémoire pour peu que cette histoire se mette à circuler. Et c'est là la différence que je ferais entre le travail de documentation historique et le travail de mémoire. À partir du moment où il y a circulation dans des mondes sociaux élargis, là oui, on peut dire on a engagé un travail collectif de mémoire, et ce n'est pas toujours le cas. Et donc c'est en ce sens que la systématisation de la collecte des témoignages est très importante. On l'a vu aujourd'hui, ça a été discuté par plusieurs intervenants. Je pense à Katia Perrin pour l'estuaire de la Gironde, Charles-Antoine Mordelet dans la vallée du Verdon. Les projets démarrent avec ces jolies rencontres, des émotions, et puis ça s'étend à des démarches de collectage plus systématiques. Le travail de toutes et de tous, il est aussi traversé, ça a été dit parfois, par des doutes, des questionnements, mais c'est aussi par le travail des professionnels de la culture, de la médiation et de la conservation du patrimoine naturel que les sites sont aujourd'hui peuplés. Et c'est cela un petit peu que je voulais vous proposer pour cette conclusion. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que votre travail partagé autour de la mémoire, c'est un travail de peuplement des sites? Alors, peupler les sites avec des humains bien vivants, bien parmi nous, mais aussi par des humains disparus, par des êtres mythiques, par des êtres non humains qui ne se livrent pas facilement au regard, et également par des présences plus fantomatiques, voire effrayantes. Finalement, c'est un travail sur l'habité dont il est question au travers de la mémoire sur les sites du conservatoire. Philippe Pro a dit ce matin, la mémoire, c'est une manière d'aborder les projets. C'est sans doute ça correspond assez bien à ce que moi j'ai entendu aujourd'hui, parce que finalement les enjeux de mémoire se posent souvent, principalement quand des projets, des changements ont été envisagés ou sont mis en œuvre. Peut-être qu'on pourrait imaginer que ce ne soit plus systématiquement le cas, mais que cette attention se déploie. Et je pense qu'en fait c'est ce qui se passe, mais on en parle moins dans le cours plus quotidien de la vie des sites. Alors, matérialité, incarnation, révélation artistique, on voit justement quels sont les espaces dans lesquels on peut précipiter cette attention, ces ponts entre le présent et le passé,
sans rester dans le côté un peu figé d'un discours sur le passé, d'un sentier d'interprétation, ou je ne sais pas, ou d'un discours expert savant sur les sites. Donc ce sont des formes, on a beaucoup qui sont assez innovantes, qu'on a évoquées aujourd'hui, qui supportent une certaine impermanence vers laquelle on va. Et moi, j'ai été assez touchée par une intervention, je crois que la personne s'appelait Caroline Giroud dans la salle, qui nous invitait à réfléchir à cela, à faire avec des formes qui supportent et qui tolèrent, voire qui pensent l'impermanence. Donc voilà. Alors je vous le disais, j'ai l'impression qu'on a parlé un petit peu plus de cette responsabilité, de cette espèce de rôle presque moral de garant de l'intégrité des sites et du partage de cette responsabilité que du littoral là-dedans. Est-ce qu'il y a des spécificités du littoral là-dedans ? J'ai l'impression que vous me répondriez tous en chœur, oui, bien sûr. J'ai l'impression qu'il y a une évidence à ça pour tout le monde, et c'est bien pour ça qu'on est là. Mais ce résultat un peu négatif, dans le sens où j'attendais quelque chose qui n'est pas venu, est un résultat, c'est-à-dire qu'il y a une évidence qu'on ne questionne presque plus. Cependant, peut-être que je pourrais simplement formuler, vous proposer, ce serait de dire que sans doute que le littoral, c'est un endroit où ces questions de mémoire sont devenues incontournables et présentent une très grande diversité, une très grande intensité, parce que c'est des espaces très peuplés, hyper patrimonialisés, dans lesquels un certain nombre de phénomènes sont particulièrement visibles et s'accélèrent. Alors, quelques points peut-être pour, si on veut absolument trouver une spécificité, moi j'aime bien faire ça parce que je suis comme vous, j'adore et tout ça. La fonctionnalité des sites, il y a des spécificités bien sûr qui sont attachées à ces milieux littoraux. On a beaucoup parlé défense, on a beaucoup parlé sécurité maritime, mais aussi des activités qui architecturent moins le paysage, comme la pêche, la collecte, etc. sur les côtes basses. On a aussi des cultures matérielles spécifiques, des expériences et des modes de vie qui ont été amplement évoqués, qui sont parfois des modes de vie anciens ou avec une certaine continuité historique en matière de pêcherie, d'agriculture, etc., mais aussi parfois des éléments qui sont plus difficiles à patrimonialiser parce qu'ils sont plus récents et que leurs liens avec l'histoire et les enjeux de la création du conservatoire sont plus complexes. Et c'est notamment le cas des héritages touristiques. Portuaires, touristiques, etc., de la plaisance. Et par exemple, le centre héliomarin en était un excellent exemple. On a aussi, et ça a été évoqué de façon peut-être plus tardive dans la journée, des expériences du littoral qui se situent finalement, qui sont silenciées par le retrait et par les processus d'accaparement de la côte. Donc ça, nous, on y est très très sensible quand on travaille sur le terrain, c'est qu'on voit finalement que les habitants du littoral d'aujourd'hui sont souvent des populations qui n'ont qu'un lien relativement ténu avec l'expérience vécue des populations anciennes et que donc il faut prendre en compte l'épaisseur du trait de côte pour essayer de restituer justement l'histoire longue de ces sites et les remettre en vie. Voilà. Alors, on pourrait parler aussi des conditions de conservation spécifiques du patrimoine sur le littoral, ça a été peu évoqué. On a parlé un petit peu des formes d'altération du patrimoine que les collègues des équipes du conservatoire connaissent évidemment très bien et les gestionnaires des sites également. On pourrait parler des affleurements. Le cas du cimetière était un cas particulier, mais on a beaucoup d'exemples sur le littoral. C'est que finalement, en permanence, l'action de la mer crée de nouvelles patrimonialités potentielles, réactive des mémoires. Je pense notamment aux travaux en cours autour des décharges littorales, des cuves d'hydrocarbures issus des marées noires, etc., de tous ces espaces plus douloureux auxquels les affleurements et les avancées de la mer nous obligent à nous confronter. En tout cas, pour finir, peut-être pour ne pas être trop long, parce que peut-être vous voudriez rentrer chez vous, comme anthropologue, je peux que rappeler et insister sur le caractère collectif, processuel et projectif du travail mémoriel. La collecte documentaire de l'historien professionnel ou de l'historien amateur, les souvenirs individuels du dernier gardien de phare ne sont pas de la mémoire. C'est par la reconnaissance et l'instauration de communautés plus qu'humaines, j'en parlais tout à l'heure, dans lesquelles ces histoires et ces récits circulent, que les sites peuvent être réparés, restaurés et réinventés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Alix.